Bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui part à la rencontre des créateurs les plus fascinants pour comprendre leur chemin hors des sentiers battus, leur processus créatif, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Pour ce 16e épisode, je suis allé à la rencontre d'une personne géniale que certains d'entre vous connaissent peut-être, Pénélope Boeuf. Pénélope, c'est une créatrice de podcasts. Oui, de podcasts, même si son art ne s'arrête pas là. Elle a créé un studio qui s'appelle La Toile sur Écoute et a sorti des fictions géniales qui ont été écoutées au total plusieurs millions de fois. L'Arnaque, Pic Parole, Rap & Roll, Cupla et bien d'autres. Pénélope aime écrire et imaginer des histoires. Elle disait petite qu'elle voulait être raconteuse d'histoires. C'est un projet réussi avec tout ce qu'elle imagine depuis 2 ans. On a parlé de sujets vraiment passionnants, l'envie quand on crée des choses, comment trouver sa place, l'importance d'être authentique, mais aussi de savoir oser et de se lancer. C'est un épisode qui m'a beaucoup marqué, car il évoque des choses importantes qui me font beaucoup réfléchir en ce moment. Je suis en train d'essayer de rassembler une super communauté de créatifs sur Inspiration Créative. Alors si vous aimez ces épisodes, que vous créez et que vous voulez que l'on avance tous ensemble, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez nous rejoindre. Bonne écoute. Salut Pénélope. Salut. Il y a ton nounours qui est en train de te tomber dessus. Il y a mon ours qui me tombe dessus. Non, c'est bon. C'est une tentative d'assassinat. Ouais. Bon, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Très joli. Et je trouve ça toujours très sympa de voir un peu la pièce dans laquelle tu crées, les choses que tu crées. Est-ce que tu peux raconter aux gens qui nous écoutent ce que tu fais? Ce que je fais dans la vie? Ouais. Alors, ce que je fais dans la vie, c'est que je raconte des histoires. Notamment en podcast, mais pas que. Alors, j'ai créé un studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur Écoute, que j'ai fondé en novembre 2018. À la base, c'était pour accompagner les marques. Et puis, je me suis rendu compte que je savais pas vraiment comment on faisait un podcast, que c'était finalement un vrai podcast. Et donc, j'en ai écouté beaucoup et je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'en fasse avant de prétendre pouvoir accompagner les marques. Donc, j'ai créé 3 chaînes de podcasts. L'Arnaque, qui sont des chroniques courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. Pic Parole, qui sont des portraits de personnes qui ont eu un parcours extraordinaire que je raconte à la première personne du singulier avec tout un univers sonore en fond. Et une 3e chaîne qui s'appelle 1, 2, 3 Fictions, qui sont des fictions audio de 8 épisodes de 15 minutes. Et c'est des comédies. Et donc, j'ai développé ces 3 chaînes-là et pendant 1 an. Et maintenant, j'aborde les marques pour leur faire leur propre podcast. Et en parallèle de ça, j'écris aussi des histoires. Donc, j'écris un livre. Je sors un livre là qui sort au mois de mai. Qui s'appelle comment? C'est secret. Pardon, désolé, on ne fera pas de promotion sur le podcast. Non, malheureusement. Très bien, mais allez écouter Pic Parole, allez écouter L'Arnaque, allez écouter. Mais non, je peux pas le titre du livre, on le sort pas encore, mais incessamment sous peu. Qui sera une fiction? Alors non, je reprends un peu des textes de L'Arnaque que je réécris pour l'écriture, parce que c'est pas pareil que l'audio. Et il y aura bien sûr plein de textes inédits. Il y en aura à peu près une trentaine, 32. Voilà. Et j'écris aussi une pièce de théâtre et un film. Très bien. Donc multi-art, multi-test. Très bien. Et pourquoi tu as choisi le podcast? Qu'est-ce qui te parlait, toi, initialement, quand tu as commencé par ça? J'ai commencé par ça parce que j'ai travaillé pendant 10 ans en market, comme événementiel, etc. Et au bout de 10 ans, j'en pouvais plus. J'étais au chômage pour la 10e fois de ma vie. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir 35 ans. Et là, j'ai un ancien boss qui m'a dit, Pénélope, t'es business, tu sais raconter des histoires et t'as une voix. Il y a une montée en puissance des podcasts. Lance ton studio de podcast. J'ai dit, ah bon, mais c'est quoi un podcast? Il m'a dit, mais regarde sur Internet, tu verras bien. Je dis, bon, d'accord. Et en fait, ça m'a donné une idée. Je savais vraiment pas dans quoi je me lançais. Et puis, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était la voix, c'était l'audio, c'était un média qui éveillait beaucoup l'imaginaire, qui était hyper intime. Tu pouvais créer une vraie connexion, une vraie intimité, une vraie communauté. C'est ça qui me plaisait. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et aussi parce que je sais qu'on m'avait souvent dit que j'avais une voix, que j'avais fait 1 an de radio. Il y a 8 ans, j'avais gagné un concours pour être animatrice sur la matinale de WeFM. Donc ça me revenait un peu, je revenais un peu à mes premières amours. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le podcast. Et aujourd'hui, j'adore ça parce que c'est un support créatif hyper riche qui demande, qui laisse la possibilité de créer et d'imaginer. J'ai l'impression beaucoup plus qu'avec une page blanche, sauf que pas du tout, sauf avec de l'écriture. Mais en fait, pas du tout, c'est exactement la même chose. Mais je sais pas, il y a un truc comme le sonore, il y a quand même une autre dimension que l'écriture parce qu'il y a de l'écriture. Alors que quand on écrit un bouquin, il y a l'écriture. Mais le podcast, il y a de l'écriture plus toute une dimension sonore avec de la création et une vraie identité sonore à créer en plus. Et j'aime cette partie-là que je me connaissais pas d'ailleurs avoir une bonne oreille. Et en tout cas, j'aime ça. J'aime essayer de trouver des sons, des musiques qui sont émouvantes ou qu'on peut en fait coller à des mots. Je suis complètement d'accord. Il y a un truc que tu m'as dit la première fois qu'on s'est parlé qui m'a beaucoup marqué.
tu m'as dit, bon, je sais pas où t'en es maintenant à ce niveau-là, mais tu m'as dit, oui, moi, les premiers podcasts que j'ai faits, ils ont été écoutés 1 million de fois, etc. Moi, j'étais là, je venais de sortir mon premier épisode, j'étais un gringalet. Et tu m'as dit, tu m'as donné un conseil, tu m'as dit, ce qui compte, c'est fais vraiment comme tu veux. Ne t'inspire pas que des autres, mais va un peu sur ta voie. Et c'est une question que je voulais te poser un peu plus précisément. Toi, est-ce que tu as toujours essayé est-ce que tu as des inspirations qui t'ont parlé pour faire tes créations podcast et audio, ou est-ce que justement tu as essayé de t'en affranchir vraiment et de suivre un truc qui te faisait juste, qui t'éclatait énormément, quoi? Ouais, c'est même pas que ne t'inspire pas que des autres, c'est ne t'inspire surtout pas des autres. Et en fait, mon conseil, quand quelqu'un veut se lancer par exemple dans le podcast, c'est je lui dis, n'écoute pas de podcast. N'écoute pas de podcast parce que forcément que tu vas être influencé. C'est obligatoire, hein. Obligatoire. Et tu vas être influencé, tu vas te dire ah bah elle ou lui a fait un jingle, donc faut que je fasse un jingle, il y a une musique au début, il y a un truc au milieu, il y a un truc à la fin, et on se dit bah c'est un podcast qui cartonne, donc je vais faire la même chose, mais en fait c'est pas parce que lui il cartonne que toi ça va marcher avec ton style et ta patte et ton ton. Donc il faut surtout pas s'en inspirer. Et de quoi il faut s'inspirer? Il faut s'inspirer de soi et de ce qui nous inspire. Moi clairement je m'inspire des histoires des autres. Je m'inspire de mes propres histoires et je m'inspire de la rue. En fait, j'aime les situations. Par exemple, tu me demandes qui sont tes idoles, j'en ai pas. C'est vraiment une question à laquelle je sais pas répondre. C'est que je suis pas en admiration en me disant oh là là cette personne-là a fait des trucs extraordinaires et ça. Oui, j'adore ce qu'il fait lui, j'adore ce qu'il fait elle, mais c'est pas là-dedans que je trouve mon inspiration. Mon inspiration, je la trouve vraiment en fouillant. C'est en fouillant au fond de moi, dans mes tripes je pense que depuis 35 ans, j'ai entendu les histoires des autres, quoi, et que tout ça a fait une sorte de tu sais, un peu comme quand tu prends du papier journal que tu mets dans de l'eau et que ça te fait une petite boule. Et ben là, c'est pareil. Toutes les histoires ont fait une petite boule. Et là, je suis en train de décortiquer, de relever chaque petite feuille de journal et de créer des histoires à partir des histoires des autres et des miennes et de faire tout ce mélange-là. Donc, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à l'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi. Et d'ailleurs, comme j'écris, la façon dont j'écris, elle est très particulière. C'est-à-dire que moi, j'adore la page blanche. D'accord. La page blanche m'excite. Ok. Pas la carte blanche, hein, mais la page blanche, c'est-à-dire que j'aime qu'on me donne un cadre, qu'on me dise bah tiens, écris une histoire qui se passe dans le métro. Et là, j'ai la page blanche et c'est génial. C'est-à-dire que je vais commencer à écrire, je sais pas une phrase, mais qui assise sur le strapontin. Et là, c'est parti. Et là, et je déroule et je vois en fait, j'ai les images dans la tête quand j'écris. Et je sais pas d'où je tiens ça. Et c'est là, par exemple, c'est très intéressant, hein, et je vais essayer d'être très concret, mais t'as une phrase comme ça, assise sur le strapontin, et ensuite quand tu vas commencer à écrire, tu vas essayer de penser, c'est naturel, ou est-ce que tu vas essayer d'aller penser justement à ces petites feuilles de papier repliées en toi, d'histoires que t'as croisées, de cette non, fille dans le j'y métro. pense pas. C'est assise sur le strapontin, et donc là, pendant que j'écris, j'ai la nana qui est assise sur le strapontin, avec ses bottes marron mal lacées, elle regarde sur le portable du voisin. Et en fait, et là j'imagine une scène, et en fait je pense que là inconsciemment j'ai des scènes qui me reviennent dans le métro que j'ai déjà vues, mais que je m'étais jamais dit tiens cette scène-là elle me marque. Non, juste je l'ai vue, ça a été marqué dans mon cerveau et derrière je fais une fiction à partir de ces histoires-là, quoi. Et dans cette fiction-là, qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Est-ce que c'est vraiment très spontané? J'imagine que ça l'est. Mais est-ce qu'il y a quand même tu te dis, il faut que j'envoie une histoire où d'un coup il se passe quelque chose? Ou comment tu l'as construit ensuite, ta fiction? Non, alors c'est-à-dire que assis sur le strapontin, là je sais pas du tout où je vais. Et je me dis pas, tiens, je vais écrire une histoire d'amour. Aucune idée. Donc assis sur le strapontin, elle regarde. On va pouvoir écrire l'histoire ensemble. Hein. Assise sur le strapontin, elle regarde le portable du voisin qui ne prête pas attention à elle. Et en fait, elle est tellement curieuse parce qu'il est en train d'écrire que elle penche un peu plus sa tête pour voir encore mieux sur son écran, à tel point que lui, il sent une présence et il la regarde. Et finalement, et là, il la regarde, il la trouve assez jolie. Et alors là, je me dis ah bah tiens, histoire d'amour. Mais si je veux pas faire une histoire d'amour, je vais faire une histoire de meurtre. Et ben, il fait genre, il la voit pas, mais en fait, il la voit à travers le reflet de son écran et il la repère. C'est excellent. J'ai l'impression quand tu le racontes que en fait, ce qui compte pour toi quand tu écris ta fiction et quand tu te lances, c'est de t'amuser, quoi.
Ah mais non, mais je m'éclate. Mais en fait, je le vois parce qu'on le voit pas au micro. Non. Mais tu as un sourire quand tu racontes. Et en fait, on embarque avec toi aussi pour ça, quoi. Parce que tu te dis, bon, et là, qu'est-ce qui peut se passer de marrant, quoi, qui va m'amuser, moi? Ah bah là, en fait, derrière son écran, il y a une seringue et il le plante et il l'emmène. Mais tout. oui. J'en sais Non, mais rien, en tu vois. fait, quand C'est même, génial. ce que je trouve assez génial, je sais pas si je vais réussir à l'exprimer, mais ce qui est d'assez génial avec le storytelling, enfin, à raconter des histoires, mais c'est que tu peux changer la réalité. Enfin, la réalité, c'est pas vraiment la réalité, mais tu peux raconter ce que tu veux. Tu es maître, tu es le maître de la plume, quoi. Donc, tu es maître de l'histoire. Tu peux inventer tes propres. Enfin, tout ce que t'es, tu le mets dans de la création. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est assez extraordinaire de se dire, bah là, tu racontes une histoire juste avec ton imagination. Enfin, ça paraît débile comme ça, mais c'est la nana qui est assise sur son pontin. Derrière, t'as une vraie histoire qui se passe et tu crées. Tu es maître d'une création. Enfin, moi, je trouve ça. Enfin, c'est... Complètement d'accord. Mais Et c'est d'ailleurs, je suis fascinant. sûr que les gens qui ont écouté juste ces 30 secondes d'impro. Ils veulent se la disent- suite. Non, mais ils veulent la suite, mais ils se disent. C'est vrai qu'il y a quelque chose de fort qui peut se passer comme ça. C'est qu'en un clin d'œil, t'as quelque chose qui. Tu passes de 0 à 1, quoi. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas forcément le imparfait, hein. Non. Mais c'est. Voilà, il y a un premier truc, il y a une base, etc. Oui, on partait de rien et d'un coup, on a une semi-histoire qui commence, quoi. Quand t'arrives au bout de ton histoire, donc ta page blanche n'est plus blanche, t'es moins Ouais. excité, tu vas la retravailler, tu la reprends à zéro, tu la modifies, tu la gardes, comment t'agis? Non, alors, j'ai quand même quelque chose qui n'est pas... c'est pas vraiment une qualité. C'est que je suis pas tellement perfectionniste. Et comme j'ai plein d'idées à la minute, c'est-à-dire que là, la nana assise sur son pontin, je vais adorer écrire l'histoire, tac, 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 et puis je vais faire une pause, je vais aller m'acheter du Vita Coco, de l'eau de coco, et là, je vais avoir une situation qui n'a rien à voir avec mon histoire de métro, et je me suis dit, je vais me dire, mais c'est génial, en fait, si on racontait une histoire sur ça. Et là, d'un coup, je vais en avoir plus rien à foutre de mon histoire de la nana assise sur son pontin, et je vais vouloir écrire cette nouvelle histoire. Du coup, je vais avoir envie de torcher l'histoire du strapontin. Donc, je vais le finir correctement, très propre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est fini. Mais disons que, j'ai écrit le premier chapitre, je relis 15 fois, je me lève le matin, je relis le premier chapitre avant de refaire le deuxième, etc., etc. Hein. En fait, je le travaille au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'en suis au 4e chapitre, au 4e épisode, je relis toujours 1, 2, 3 avant de commencer le 4e. Et quand j'attaque le 5, 1, 2, 3, 4, etc. Et mais à la fin, il est fini. Ouais. T'as une recherche de cohérence quand même, forcément. Ah bah oui, oui, quand même. Non mais bien sûr. Et puis j'ai un souci de bien faire et que ce soit génial, etc. Mais derrière, je vais pas me prendre la tête pour la virgule, le machin, le truc. C'est pas moi. Je préfère shooter et aller sur une autre idée et développer une autre histoire derrière. Ouais. Est-ce que t'as pas un risque derrière d'être, en tant que créatrice, un peu éparpillée? Ou est-ce que t'arrives à te cadrer, à te mettre un peu cette Éparpillé, pourquoi? Parce que si tu lances une histoire et que tu l'écris à fond et que tu et hop, tu vas chercher ton eau de coco, Ouais. que là tu pars sur une autre histoire, etc. Ouais. parce que t'es excité par ce qui se passe Ouais. là. Est-ce que t'as pas un risque que justement ce soit perpétuel et que t'arrives pas à avancer suffisamment sur Ah un mais truc? je finis toujours ce que j'ai commencé avant d'attaquer la deuxième. Ok. C'est-à-dire que je vais être frustrée de me dire, je vais d'ailleurs penser à cette histoire avec l'eau de coco, là je vais y penser, mais je vais me dire non Pénélope, n'y pense pas, t'as pas le droit, t'as pas fini ton strapontin. D'accord. Et je vais me forcer à finir mon strapontin, mais qui d'un coup, et c'est vrai, a moins de saveur que cette nouvelle idée. Mais tout comme quand la nouvelle idée je vais attaquer, elle aura moins de saveur que la troisième que j'aurai derrière. Mais je m'applique quand même toujours à finir. Et en vrai, à la fin, je kiffe l'histoire du strapontin. Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses, parce que j'en ai discuté avec pas mal de créateurs sur le podcast, est-ce que tu penses beaucoup aux gens qui vont écouter ce que tu fais quand tu le fais? C'est-à-dire aux intérêts qu'ils vont avoir, à ce qu'ils vont y trouver. Est-ce que tu te dis, l'angle que j'ai envie d'avoir, c'est quelque chose de divertissant, au contraire de quelque chose qui va les distraire à tel moment, Est-ce que tu y penses beaucoup? Au Pas contraire, du tout. tu le fais pour toi et puis tu vois ce qui va se passer. Alors, j'y pense pas du tout. La seule chose à laquelle je pense quand même de plus en plus, c'est que j'ai tendance à, au début, partir sur des fictions qui sont assez réalistes. Et puis, à un moment, je vrille toujours un peu et je pars un peu sur de l'absurde. D'accord. Qui est un peu ma patte, quoi. C'est mon truc. Et ça plaît ou ça plaît pas. Donc, c'est un peu clivant. Et par exemple, là, pour ma deuxième fiction, je me suis dit, bon, la première a été un peu absurde, un peu trop absurde. Et là, je me suis forcée à essayer d'être un peu moins absurde. Et elle a très bien marché. Mais voilà, c'est à ça que je pensais. Maintenant, attends, la Pénélope, là, tu pars un peu en vrille. Reviens, reprends un peu ton absurdité et reviens sur du un peu plus réaliste. Alors qu'en fait, c'est con parce qu'il y a plein de gens qui adoreraient sûrement l'absurde du truc. Mais j'essaye de faire ça pour que ça plaise un maximum de personnes. Donc il y a quand même
Voilà, des gens un peu plus larges qui puissent l'écouter en étant moins bloqués par l'absurde. Ouais, mais j'aimerais ne pas avoir à me soucier de ça. Mais bon, en vrai, je pourrais. C'est juste que du coup, je me limite, quoi. Ouais, je comprends. Il y a une question que je voulais te poser, qui est pas facile, mais Oula. que je me pose. Alors, c'est pas facile à poser ou pas facile à répondre? Non, pas facile à répondre. Ah. Mais qui est essentielle parce que je me la pose en ce moment et je trouve qu'elle est vraiment importante. Quand on parle de la créativité, tu vois, qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, toi, comment tu essaierais de définir ça, la créativité? Non, mais là, c'est quoi cette question? Elle est dure, cette question. Non, mais... Parce qu'on y réfléchit, tu vois, comment on peut être plus créatif. Tu lis des choses où tu dis, ouais, ça va être de plus en plus important d'arriver à avoir ses ressources créatives, etc. Mais avant de se poser la question comment on peut la développer et s'améliorer... En fait, je pense qu'on... Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors... Je vais y venir sur qu'est-ce que c'est, j'en sais rien là, mais je pense que ça va venir en parlant. Okay. Mais je pense que c'est une erreur de se dire comment je fais pour être plus créatif. Ok. En fait, enfin, c'est une erreur. Non, bien sûr qu'il faut se poser la question toutes les 2 secondes de comment faire pour être plus créatif, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en se posant la question de comment je peux être plus créatif qu'on va trouver la réponse. Je pense que, et c'est l'inspiration en fait, c'est-à-dire que l'inspiration, moi, elle me vient. C'est-à-dire que quand je suis en page blanche et que je suis très excitée par ma page blanche et que je la noircis ma page blanche parce que je suis hyper inspirée et que d'un coup j'ai pas d'idée, je suis bloquée, ça m'arrive. Je sors faire un tour, je reviens, je suis toujours aussi bloquée. J'arrête pendant 3 jours d'écrire et c'est d'un coup quand je suis en train de penser à un truc qui n'a rien à voir que bam, j'ai un truc qui va m'aider à repartir. Et c'est parce que justement j'ai décroché complètement de mon sujet, j'ai défocalisé en fait. Et à ce moment-là, ça revient. Et tu vois, à aucun moment je me serais dit bon, comment est-ce que je peux faire pour essayer d'être plus créative, essayer de trouver un truc. En fait, c'est quand j'arrête de me poser la question de ça que ça arrive. C'est finalement un peu rechercher à s'alimenter de plein d'autres choses qui à un moment vont se faire dans ta tête, se oui, former. Mais pareil, c'est-à-dire que je me dis pas il faut que j'aille voir une pièce de théâtre pour m'aider. Ouais. Enfin, non, mais même parfois c'est 3 semaines de dépression. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les 3 semaines où tu fais rien, t'as l'impression que tu ne fais rien, en fait, tu fais, hein, ça mouline quand même dans ta tête, mais tu vois des potes, tu te fais un cinoche, mais t'es un peu déprimé parce que t'arrives pas, tu ponds rien, tu trouves pas créatif, quoi, tu trouves que c'est un peu chiant ce que tu fais, et puis d'un coup, tu sais pas, tu reprends ta page un peu noircie et tu repars. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles comment je fais pour être plus créatif, etc. Je pense que c'est quand même un muscle, ça se bosse énormément. Tu le sens, toi ? Ah ouais. Plus j'écris de fiction, plus je suis obsédée au moindre truc, au moindre sujet, je me dis ça ferait une super fiction. Alors qu'avant, bien sûr que je me faisais la remarque, mais pas à ce point-là. Là, c'est régulièrement, quoi, à tel point que je suis là, bon, je vais pas pouvoir tout faire, c'est pas possible, tu vois. Mais ouais, c'est un muscle. Enfin, l'imagination, je pense que ça se travaille. Et il y a plein de gens qui disent j'ai pas d'imagination. Moi, j'y crois pas. Je peux comprendre que on ait une imagination moins développée que d'autres. C'est une capacité en fait à s'extraire de la réalité. Moi en l'occurrence j'ai une propension à m'extraire de la réalité assez facilement. J'aime bien, ça me rassure d'être d'ailleurs plutôt en dehors de la réalité, mais je pense que même ceux qui aiment bien avoir les pieds sur terre et les pieds dans la réalité peuvent s'en extraire. Et donc à la question qu'est-ce que la créativité, je sais rien, franchement je peux pas répondre à cette question là, mais c'est une liberté d'esprit oh là là, c'est nul ce que je raconte, j'en sais rien. Il y a peut-être un truc que tu as dit tout à l'heure qui serait finalement juste la capacité d'oser, de passer de rien à quelque chose, quoi. Et avant de penser au jugement extérieur et de se dire qu'est-ce que les gens vont en penser de cette créativité, c'est peut-être juste simplement de se dire j'ose, quoi. Oui, mais oser, c'est pas de la créativité. Oser, c'est... Non, mais si tu décides, si c'est sur l'angle oser faire, tu vois. Ouais. Oser justement poser dans le réel ce qui se passe dans ton cerveau et qui te paraît un peu différent, tu vois. Ouais, après la différence, il y a une différence entre créer et créativité, là, dans ta question. C'est quoi la différence entre créer et créativité? J'ai mon nounours qui me... Ça y est. Catastrophe. Ça y est, il est tombé. C'est pas grave, il pourra pas tomber plus bas. Mon nounours de 2 mètres de haut. C'est vrai, c'est la différence entre créer et créativité, mais ça va de pair aussi, je trouve. Oui, ça va de pair, mais c'est pas la même chose. Hein. Créer, pour le coup... Il y a créer, on peut créer une boîte, c'est créer, quoi. Mais c'est vraiment sortir de... Enfin, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas meilleure façon pour créer que de sortir de sa zone de confort. Ouais. C'est en sortant de ta zone de confort que tu crées plus, mieux
et que là, tu t'épanouis, en fait, que tu te réalises avec cette création-là. Ouais. T'as écrit d'ailleurs un truc par rapport à ça il y a pas longtemps. Oser. Sur oser. Oui. Qu'est-ce que ça... Bah en fait, moi, je sais pas d'où ça vient, mon éducation sûrement, mais j'ai pas peur d'oser. J'ai pas peur d'oser dire que mon gâteau au chocolat n'est pas le bon. Par exemple, typiquement, je sais pas si ça intéresse les gens, mais j'étais au resto avec une copine. Ouais. On commande un dessert pour deux. Il y a un brownie. Et moi, je voulais un brownie. Il faut savoir que Pénélope vient de lancer un podcast en anglais, donc il y a parfois des petites tendances comme ça qui s'incrustent. Donc, je commande un brownie je voulais vraiment ce brownie avec les noix, le chocolat, le truc un peu thick, tu vois, un truc fatou comme on aime. Et le gâteau au chocolat arrive, et c'est un gâteau au chocolat, c'est coupé en triangle, le truc d'anniversaire d'enfant de 5 ans. Un peu mousseux, moelleux, mais le truc, t'as pas envie, quoi. Et je dis, c'est gentil, mais j'avais commandé un brownie. Et il me dit, oui, il est là. Je dis, mais excusez-moi, c'est pas un brownie, c'est un gâteau au chocolat. Oui, c'est le brownie. D'accord. Donc, quand je commande un brownie, c'est ça que vous m'apportez. Oui. Ok. Et là, en fait, comme j'étais en face d'une copine qui aime pas trop quand je fais ce genre de scène, enfin, juste quand je dis que je ne suis pas d'accord ou que ça ne me convient pas, j'ai fermé ma gueule et j'ai mangé ce gâteau au chocolat qui était dégueulasse. En temps normal, j'aurais dit, excusez-moi, en fait, c'est pas ce que j'ai commandé, je vous ai commandé un brownie. Bref, tout ça pour dire que moi, j'ai pas peur de... Pour moi, c'est pas très compliqué de faire ça. Il y a des gens pour qui c'est compliqué d'oser dire qu'ils sont pas contents, de dire que ça leur convient pas, de dire qu'ils sont pas d'accord, etc. Et j'ai l'impression, et je m'en suis rendu compte avec mes podcasts de l'arnaque, je me suis rendu compte que les gens, ça les inspirait de me voir et de m'entendre raconter mes histoires quand j'osais. Et donc, je me suis rendu compte de la force que j'avais à pouvoir oser. Et moi, j'en étais jamais rendu compte. Et donc, j'ai fait un article dans le magazine Chef d'entreprise où j'ai parlé d'oser, du fait que l'audace était finalement la clé de voûte des entrepreneurs et que c'était le moyen de créer au mieux. En fait, on y revient, hein, c'est ça. C'est-à-dire que dès que tu sors de ta zone de confort et donc que tu oses, à ce moment-là, il se passe des choses extraordinaires et que oser n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que ma pote en face, elle était trop mal à l'aise quand j'ai osé dire ça ne me convient pas. Mais excuse-moi, c'est pas ce que j'ai demandé, ça ne me convient pas en soi. C'est normal que je dise que ça ne me convienne pas. Et il y a un truc pour certaines personnes, quand on ose, on est culotté, on est impertinent, on dérange. Mais en fait, il y a aussi quand même une règle, et c'est un peu mon truc, c'est que si toi tu considères que fuck les autres, fais ton truc, quoi. Arrêtons de se faire chier. Donc, voilà, l'audace, c'est vraiment quelque chose... alors, soit on l'a, en soi, inné, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression que je l'ai depuis petite. C'est vraiment un truc qui me fait pas peur. Soit on l'a pas, mais ça se développe. Et je pense que tout le monde, de la même façon que tout le monde peut avoir l'imagination, je pense que tout le monde peut avoir de l'audace. C'est petit pas par petit pas qu'il faut faire le trajet. Comme quand tu essaies de vaincre la timidité ou comme quand... Exactement. Ouais. C'est du taf. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Mais je pense qu'on a tous, et à notre petite échelle, on peut tous oser et être audacieux. Ouais, je suis complètement d'accord. Et t'as un petit peu, je trouve, cette ambivalence dans la société où à la fois t'es face un petit peu aux conventions qui te disent non, reste dans le rang, etc. Et en même temps, tu te rends compte que pour essayer de bien créer, il faut que tu oses aussi et que tu te serves de cette audace pour aller chercher d'autres choses que certains n'osent pas faire, justement. Exactement. Mais c'est même pas tant pour créer. C'est pour trouver ta place et pour être bien dans tes pompes. Il faut surtout, et ça, moi, je m'en suis rendu compte justement au moment où j'ai lancé mon studio de podcast en novembre 2018, presque, j'ai envie de dire 15 jours plus tard, je sais pas pourquoi, je me révélais. C'est-à-dire que ça y est, je venais de trouver ma place. Parce qu'après 10 ans de grosses boîtes, j'ai fait des grosses boîtes, j'ai fait des startups, j'ai monté une boîte, j'ai revendu, j'ai fait toutes les possibilités de salariat du monde, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ma place, j'étais pas bien. Et d'ailleurs, pendant 10 ans, on me demandait est-ce que t'es heureuse, je disais non. J'étais super les projets que je faisais, j'étais hyper heureuse j'avais l'impression d'être hyper heureuse dans mes boîtes, j'étais à fond, je bossais comme une malade et tout, mais il y avait un truc au fond de moi qui me disait putain, il y a un truc qui me manque, quoi. Je suis pas là où je devrais être. Et bien en même temps, où est-ce que je suis, où est-ce que je veux être? Les petites boîtes, non. Les grosses boîtes, non. Monter une boîte, oui. La revendre, oui. Mais bon, il y a quand même, alors même que je faisais plein de boulots différents, dans des secteurs différents, etc., il y avait un truc qui me disait Pénélope, t'es pas à ta putain de place. Et quand j'ai monté ce studio, et que j'ai fait mes trucs, et que j'ai finalement
pondu mes textes que j'ai montré à mes potes au départ et qui ont dit oui, bon, bah, ces histoires, on les connaît, ils étaient pas emballés. Et je me suis dit, Pénélope, on s'en fout. Affranchis-toi de leur regard, c'est tes potes, ils te connaissent par cœur, fais tes trucs, appuie sur ton bouton publish. Et quand t'as fait ça, mais t'as fait un pas énorme parce que tu t'es écouté. Et en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'écoutes, mais en fait, voilà, il y a un truc, c'est que il faut s'imaginer, je pense, pour s'écouter, et c'est assez difficile, hein, mais il faut s'imaginer qu'on vit sur une île déserte. C'est-à-dire que, imagine, t'es dans la rue, tu vois Nathalie Portman dans la rue, je sais pas si t'aurais envie de faire ça, mais t'as envie d'aller prendre un selfie avec elle. Est-ce que tu vas le faire ? Non. T'es sur une île déserte. Tu vois Nathalie Portman sur l'île déserte. Est-ce que tu vas lui demander un selfie ? Oui. Pourquoi tu vas plus lui demander sur l'île déserte qu'ici ? Parce qu'il y a personne. C'est vrai. Donc en fait, si à chaque fois que tu te poses une question, tu doutes, pose une question, t'es pas sûr, tu t'imagines que t'es sur une île déserte, parce que finalement c'est que le regard des autres qui dérange, hein, et ben tu fais tout ce que t'as envie de faire. Et une fois que t'as compris ce système-là, et que t'as plus besoin dans ta tête de passer par je suis sur une île déserte pour le faire et que tu le fais naturellement, et ben d'un coup, et ça m'est arrivé et c'est assez extraordinaire quand tu touches ça, c'est que le monde s'ouvre à toi. C'est-à-dire que tu vois toutes les possibilités, mais toutes les possibilités. Et en fait, on y revient, c'est-à-dire que de la même façon que là, d'un coup, je décide que la nana assise sur son trampolin, eh ben elle a des bottes marron et pas des bottes noires. Et ouais, et c'est moi qui décide. Non mais c'est quand même extraordinaire. C'est génial. C'est de se dire, tu es la maître. En fait, honnêtement, tu te prends pour la reine du monde, mais de ton monde. C'est toi qui décides de ce que tu deviens, toi qui décides de ce que tu fais et de là où tu vas, quoi. Et en fait, les autres ne peuvent pas t'en empêcher puisque toi, tu t'écoutes et t'es sur ton île déserte. Je suis complètement d'accord et c'est un mélange génial entre s'écouter, une forme d'introspection pour repérer ce qui t'intéresse, oui. Et ce qu'on a dit juste avant qui est oser. Parce que si tu oses pas et que tu t'écoutes, etc., mais que tu restes, bah, tu peux rester longtemps sur le statu quo et est-ce oui. que t'es pas sûr d'aller vraiment dans le sens qui est ta voix, quoi. Oui. Et moi-même, je cherche beaucoup ma place et je dirais pas que je l'ai trouvée encore, mais j'essaie de réfléchir plus en termes d'avoir une petite boussole, tu vois. Je sais que je vais pas aller sud-sud-ouest, tu vois. Je sais que ce qu'il me faut, c'est plus dans ce sens-là, quoi. Oui. Et je dirais pas qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma place, mais en revanche, j'ai l'impression qu'en osant et en continuant à expérimenter, tu vas la trouver. Je vais la trouver. Oui. Et il y a ce moment où que je regarde, que je te vois raconter avec fascination, où t'es waouh, ça y est, le monde s'ouvre à toi. Et c'est génial. Et je sais que ça m'arrivera. Mais ça vient de se mettre en mouvement, tester des choses, s'écouter. Oui. Qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas, parce que c'est ça qui alimente la boussole et qui te dit c'est plutôt nord. Exactement. Et en fait, moi, quand même, pendant 10 ans, donc j'ai enchaîné 10 boulots différents. Et au bout d'un an et demi, à chaque fois, je démissionnais. Donc je partais aussi des CDD. Enfin, je faisais un an et demi max de boîte, quoi. Et les gens, mes potes et les gens que je rencontrais me disaient, bah dis donc, t'as la bougeotte, tu te lasses vite, c'est pas terrible pour ton CV. En effet, mon CV il tient pas sur une page. Hein. En France, si ça marche pas 2 pages, bah là, moi j'étais contrainte à faire 2 pages. Enfin, c'est très compliqué. Et puis en entretien, on me disait, mais pourquoi est-ce que vous partez tous les ans et demi, etc. Et en fait, je souffrais de ça. En fait, j'en sais rien, mais juste, je m'emmerde au bout d'un an et demi. Donc, je sais pas comment faire, mais je suis malheureuse. Enfin, aidez-moi à faire en sorte que je ne m'emmerde pas au bout d'un an et demi. C'est vous qui devez en fait faire en sorte de m'aider à pas partir. Et donc pendant 10 ans, j'ai eu l'impression de galérer. Et à aucun moment, je me suis dit que ces 10 années de galère étaient en fait le trajet qu'il fallait pour trouver ma place. Parce que si j'étais pas passée par toutes ces étapes-là, j'aurais pas trouvé je dis pas que ma place elle est dans le podcast, ma place elle est dans la création. Et donc c'est pour ça que quand on dit t'es podcasteuse, non. Je raconte des histoires, je les raconte sous plein de façons différentes, sur plein de supports différents, et je peux faire plein d'autres choses. Mais ça a été la façon de m'exprimer où je me suis dit, ok, go. Et c'est parce que j'ai galéré pendant 10 ans sans me rendre compte que je faisais le trajet pour trouver ma place que j'ai trouvé ma place. Et c'est quand on conscientise pas ça qu'en fait ça se bosse. C'est un peu comme quand vous allez chez un psy, quand tu vas chez un psy, et que la semaine d'après, t'as pas envie d'y aller. Donc t'y vas pas parce que tu dis de toute façon t'as rien à raconter, c'est chiant les psys, cette semaine-là tu vas rien avoir à lui dire, c'est chiant. Tu n'y vas pas. Et ben en fait, ton cerveau, il bosse plus que jamais la semaine où tu n'y vas pas. Mais tu t'en rends pas compte. Et c'est la semaine d'après où tu dis et donc tout ça on s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on fait, c'est pour ça que tout ce qu'on fait, alors même qu'on s'en rend pas compte, sert à quelque chose. Bien sûr, c'est un effet sur ce qui va se passer ensuite qui est hyper important. Oui. Et moi, je le vois particulièrement
sur la façon dont les idées se créent dans nos têtes. C'est-à-dire que t'as des choses que tu manges, que t'alimentes, des livres que tu lis, une série que tu vas regarder, un film, waouh, une pièce de théâtre. Oui. Et il y a un moment où t'as des choses qui vont se connecter entre elles, et pouf, ton cerveau il a travaillé sans que tu le vois, Oui. un peu en soum-soum, et là, tac, il va sortir et tu dis ah putain, mais ça, j'ai trop envie de créer ça c'est incroyable, ça me parle vraiment à fond, quoi. Mais bon, c'est pas un coup de génie. Non. C'est un travail de long terme, exactement. de connexion et de digestion, et c'est comme un peu, voilà, t'es en train de t'alimenter de choses et à un moment ça va ressortir, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut faire des choses. C'est la clé de faire, mais de faire. En fait, même quand par exemple t'es au chômage et que tu cherches du boulot, en fait non. Dis-toi que pendant 3 mois tu cherches pas du boulot et tu vas, comme par exemple Chanty Biscuit qui s'est mis à faire des biscuits comme ça, et puis aujourd'hui c'est un business qui fait des millions d'euros. Parce qu'elle a commencé à faire des biscuits dans sa cuisine parce qu'elle se faisait chier, elle était au chômage. En fait c'est, qu'est-ce que t'aimes faire ? J'aime bien faire de la gym suédoise. Vas-y, fais-toi 3 mois de gym suédoise. Ça me sert à quoi ? On sait pas, fais. Et puis tu vas faire la gym suédoise, tu vas rencontrer quelqu'un à ta gym suédoise qui lui fait des burgers, tu vas dire j'adore les burgers, et tac 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 tac, et tu tires le fil. En fait la vie est une énorme toile d'araignée que tu tisses au fil des rencontres, au fil de ce que tu vois, etc. Et donc il faut faire 1000 choses, quoi. C'est clair. C'est tellement vrai, et ça rentre parfois pour certains en contradiction avec la peur aussi. Je trouve que c'est super important, et t'as beaucoup de gens qui sont là dans cet entre-deux, ils ont conscience qu'il faut qu'ils fassent des choses, mais en même temps ça fait peur, quoi. C'est l'inconnu, etc. Et voilà. Ça peut être dur, quoi. En fait, ouais. Toi, est-ce que on le voit et on t'entend, je pense, on le sent aussi au micro, tu le dis depuis toujours, une capacité à oser, à faire, etc. Est-ce que t'as aussi des choses qui te font peur, des doutes que tu as quand tu crées des choses ? En fait, moi je suis une énorme peureuse. Ouais. Franchement, j'ai peur de tout. J'ai peur de me balader tard le soir. J'ai peur de demander un truc au mec du Monoprix. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout, mais mon envie d'avoir le truc derrière le mec au Monoprix est tellement forte que je passe outre ma peur, quoi. Donc c'est l'envie qui te permet. Moi, c'est l'envie qui me guide. Et je pense que c'est pas que moi. C'est-à-dire qu'a priori, il y a l'envie et l'instinct de survie. C'est-à-dire que si t'as envie, mais si t'as envie d'aller t'acheter un putain de paquet de gâteaux à 23h alors que t'es devant ta série, franchement, tu éteins ta série, tu vas acheter ton paquet de gâteaux et tu remontes. Ça, tout d'un coup, là, on n'a plus peur. Mais c'est pareil. Si vraiment t'as envie de monter ta boîte, mais que c'est vital, mais tu te poses pas la question, tu le fais. Et tout comme l'instinct de survie. Par exemple, l'instinct de survie, alors moi, j'avais envie d'arrêter de fumer, je fumais 2 paquets par jour, l'enfer et tout. J'y arrivais pas. Mais au fond, j'avais pas envie, c'est trop bon de fumer, c'est génial de fumer. Mais j'avais pas si envie que ça. Et en l'occurrence, moi, je suis un peu hypocondriaque, bon, et donc, à un moment, j'ai toussé, et le coronavirus, je me suis dit, mon Dieu, je suis en train d'avoir un cancer du poumon, peut-être que là, si j'arrête de fumer, parce que vraiment, j'ai vraiment cru que j'avais le cancer du poumon, et je me suis dit, mais peut-être que si j'arrête de fumer maintenant, je vais bloquer le cancer, et je vais pas le développer, et du coup, c'est peut-être encore bon. Et je croyais tellement que j'allais avoir le cancer du poumon, donc que j'allais mourir, ou que j'allais plus avoir de voix, de poumon, enfin, je pouvais plus travailler, quoi. Que j'ai arrêté, mais par instinct de survie. Et la question ne s'est même pas posée aujourd'hui, ça fait 2 mois, j'ai arrêté de fumer, j'en ai plus rien à foutre de fumer, parce que ça y est, en fait, j'ai eu tellement peur de mourir que. Donc je pense que c'est l'envie et l'instinct de survie qui permet de pas avoir peur. Après, il y a... Pourquoi est-ce qu'on a peur ? On a peur, je pense, pour 3 choses. On a peur de l'échec, on a peur du regard des autres, on a peur de l'inconnu. Tu théorises très très bien, c'est très intéressant. Non mais c'est vrai. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Il y a sûrement d'autres peurs, mais en tout cas, c'est les 3 majoritaires, je pense. La peur de l'inconnu, ouais, ok, ça fait grave flipper. En même temps, ça ne peut être qu'une surprise. Et une surprise, finalement, c'est de la curiosité, c'est de l'émerveillement, c'est assez extraordinaire de se dire ça, que derrière, il y a forcément une surprise derrière l'inconnu. Enfin, c'est jouissif de se dire que, enfin... Alors, ça fait peur, mais enfin, on va découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne risque rien à découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Ensuite, il y a la peur de l'échec. Oui, alors la peur de l'échec, ok. En fait, on a peur de quoi ? On a peur du regard des autres, de « Ah, tu t'es planté ». On a peur de son regard, en fait, de « Merde, je suis une merde, je me suis planté ». Au final, sans dire la phrase que tout le monde dit, mais c'est en effet qu'avec une multitude d'échecs qu'on réussit. Ça, c'est vrai. Qu'en se plantant que ça marche. Hein, c'est vrai. Moi, j'adore me planter. Et à partir de là, ça devient facile, quoi. Parce que je te dis, c'est fait partie du jeu, donc go, quoi. Exactement. Tu joues avec. Alors, c'est épuisant.
Ça peut même être plombant, vraiment, parce que tu te plantes pas qu'une fois, hein. Tu peux te planter 1, 2, 3, 4, 5 d'affilée. Sauf que il y a un moment, à force sans t'en rendre compte pareil, sans le conscientiser, tu vas apprendre de tes échecs, savoir comment machin, tac, 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 puis faire pareil. Et bim, on sait pas comment, bim, ça va tomber. Donc, le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est le regard des autres. Et donc, on y vient. Et le regard des autres, la peur de regard des autres. Il faut savoir que les autres sont comme nous. On est tous pareils. Donc, t'as peur de l'échec. L'autre en face, il l'a. Donc, t'en as rien à foutre. T'as peur, t'as peur de demander à Nathalie Portman son selfie dans la rue. Et ben, l'autre en face aussi, il a peur de demander son selfie dans la rue. T'en as rien à foutre qu'il ait peur. Franchement, fais-le. Fonce, demande ton selfie. C'est comme quand... Moi, ça m'exaspère de... À l'époque, quand j'étais au chômage, je disais oh là là, je suis au chômage depuis combien de temps ? Depuis 3 mois. Ah, ça va, depuis 3 mois. Je sais pas quoi, ça va depuis 3 mois. Bah, ça va, c'est pas la moyenne. Ok, j'en ai rien à foutre. Oui, mais enfin, tu sais, les gens, ils mettent 6 mois à trouver un boulot. Ou 8 mois, enfin, je sais plus. Enfin, ils mettent plus longtemps que 3 mois. Ok, mais en fait, j'en ai rien à foutre des autres. C'est-à-dire qu'en un moment, c'est toi qui compte, quoi. C'est toi qui compte. Avec les autres, mais je veux dire, c'est ta vie. Si tu commences à te dire, ah bah alors c'est bon, si les autres, ils mettent 9 mois à trouver un boulot, j'ai encore 6 mois. Et dans ce cas-là, tu fais ta vie en fonction de l'autre. Ça marche pas. Ouais, et je trouve que c'est aussi se concentrer sur ton propre truc, quoi. Il y a un moment, oui. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu peux regarder tout ce qui se fait, mais ça peut aussi te tétaniser, quoi. C'est que tu te Exactement. compares en permanence, mais tu te compares à d'autres qui sont sur un autre niveau, sur d'autres choses, sur Mais d'autres oui. thématiques, etc. Alors que finalement, si tu te concentres sur ton propre truc et que tu essaies de mener ta voix et de l'avancer, bon bah, ça va bien se passer, quoi. Surtout qu'on est tous différents et que évidemment ta situation ne peut pas être comparée à celle d'un autre. Ton physique ne peut pas être comparé à celui de l'autre et rien ne peut être comparé à celui de l'autre, à personne. Donc en fait, à quoi ça sert de se comparer, de se jalouser, de s'envier, de se regarder en fait ? C'est rassurant, hein. C'est rassurant. Mais oui. La peur du regard des autres, c'est bon. Ah bah c'est sûr. Ah bah oui. Ouais. Je trouve ça très intéressant parce que on a commencé par parler d'oser. On a aussi parlé de l'envie. Je trouve que l'envie, elle est super importante parce qu'elle permet d'avancer, de te dépasser. C'est un moteur. L'envie est un moteur. Ça paraît évident de le dire, mais c'est super intéressant. Et ensuite, tu peux avoir je pense une réflexion intéressante et il faut creuser aussi, c'est comment tu peux faire en sorte que ton envie soit la plus grande possible, tu vois. Il y a des gens pour qui c'est vital, par exemple, Robinson Crusoe, il veut se barrer de son île. Bon, bah, l'envie de construire un radeau, elle va être facile à mettre en place, tu vois. Ouais. Et donc, ça va être évident. Par contre, peut-être que l'envie de trouver une solution, de transformer le sable sur son île en verre, Ouais. en le faisant chauffer, pas trop envie, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir à comment maximiser l'envie quand on fait quelque chose et quand on veut créer quelque chose. Et ça, je pense que c'est peut-être en lien avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est si tu t'écoutes et que tu trouves ta voie, l'envie elle va être naturelle, quoi. Et la procrastination elle va sauter parce que tu sais que t'es sur la bonne voie et hop c'est parti, quoi. Ah bah là, il y a même pas de sujet. C'est-à-dire que même moi là, quand il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, que ce soit de l'administratif ou je sais pas quoi, ça fait partie du truc, tu t'en fous parce que de toute façon t'es sur ta voie, comme tu le dis. Donc il y a même pas de sujet. Non, la difficulté elle est comment tu fais pour avoir envie quand t'es pas là où tu dois être, quoi. Et ça, malheureusement, moi j'ai pas tellement la réponse. J'ai plutôt la question. C'est en effet comment on fait. Je ne sais pas. C'est très compliqué. C'est comme quand t'as pas envie de te lever le matin. Comment tu fais pour te lever le matin, quoi. Enfin, ça c'est très compliqué. Et ben moi j'aurais peut-être une réponse Ouais. qui serait confronte-toi à d'autres choses que tu connais pas et un autre entourage que tu connais pas. Essaye d'aller découvrir d'autres choses, expérimenter d'autres choses, rencontrer d'autres personnes. Parce que souvent, quand tu es bloqué sur une même dynamique à un même endroit et que tu as l'impression de ne pas être à ta place, mais qu'en même temps tu ne sais pas comment faire et tu n'as pas l'envie de le faire, peut-être que c'est le bon moment de se dire est-ce que je peux pas rencontrer d'autres personnes ? Est-ce que je peux pas aller dans un autre pays, voir une autre culture et une autre perspective de la vie, et etc., tu vois. Bien sûr. Et sortir de ce qui en fait a toujours été le schéma action, résultat, action, résultat, action, résultat, mais sur des résultats qui te satisfont pas du tout. Mais là tu dis ça à des gens qui n'ont pas peur de faire ça. Ouais, mais alors quelqu'un, si on prend je trouve que c'est très intéressant comme réflexion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être bloqués à un moment dans un métier, dans des choses qu'ils n'aiment pas et sans voir de porte de sortie. Ouais. Mais même, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, oser, c'est comme vaincre sa timidité, c'est un peu par petit pas. Oui. Quelqu'un qui est bloqué, qui a un métier qui ne le satisfait pas ou qui a une situation qui est difficile, tu vois. Bon, il n'a pas forcément les moyens de tout changer et il ne sait pas forcément comment s'y prendre.
mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses nouvelles qu'il peut côtoyer sans que ce soit coûteux? Tu vois, c'est bon, bah t'es bloqué, tu es obligé d'aller dans une boîte faire du ménage tous les jours parce que c'est ton seul moyen de gagner ta vie. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une heure dans ta semaine où tu peux aller à un groupe machin qui fait de la déco, tu vois? J'en sais rien. Non, mais bien sûr, il faut faire. On revient, il faut faire des choses. Ouvrir la tête à d'autres choses et de changer ta perspective des choses petit à petit, tu vois. Oui. Ta vie va pas changer d'un coup. Mais par contre, te sortir de ce même pattern, de ce même motif que tu vois tout le temps, va peut-être permettre à un moment de secouer tout doucement la fourmilière et de commencer à pousser la pierre qui va rouler et devenir boule de neige petit à petit, quoi. Complètement. Après, je crois que les gens qui sont bloqués dans leur boulot et qui savent pas comment s'en sortir, honnêtement, hein, je pense que ceux-là, si ils ont pas peur de l'inconnu, ils font ça déjà. La difficulté, elle est comment faire pour ceux qui sont bloqués dans un boulot et qui osent pas aller faire des choses différentes. Et quand t'as beau leur dire, bah, va faire un cours de pâtisserie à droite, va faire un cours de gym suède à gauche, ou non, mais ça me gêne, je connais personne, Je ne sais pas quoi leur dire, parce que, mis à part leur dire, t'as rien à perdre, ça va être que génial, au pire, y a rien qui peut se passer de grave, t'as la santé, tout va bien, t'as un toit sur la tête, donc je pense que ça, c'est en soi qu'on trouve la force. C'est eux qui doivent se dire, ok, je me pousse au cul et j'y vais. Et à un moment, on peut pas forcer les gens à faire des choses. Donc évidemment que quand t'es bloqué, il faut aller voir ailleurs, il faut faire plein de choses, il faut rencontrer plein de gens différents et ça t'ouvre des opportunités, des portes, etc. Mais quand t'es bloqué et que t'as peur et que tu t'affranchis pas du regard des autres et que tu t'as peur de te planter et de regarder de l'inconnu, c'est là en fait, c'est ces gens-là qu'il faut aider. Mais moi je sais pas comment faire. Après, on peut. C'est assez théorique parce que ni toi ni moi ne pouvons aider tout le monde. Mais tu as effectivement essayé de trouver en toi la force de le faire petit à petit. Ouais. Et il y a quelque chose que je me rends compte aussi de plus en plus qui complète ça, c'est est-ce qu'il y a des gens autour de toi, dans ton entourage, qui peuvent t'aider à prendre un peu ta main sans faire à ta place, hein, mais pour te tirer dans le bon sens, tu vois. Et la force de l'entourage, elle est super importante, quoi. Dans le positif comme dans le négatif, hein. Tu peux avoir un mauvais entourage qui te met dans un carquois. Ouais, alors tu vois, moi sur l'entourage, pour le coup, évidemment que si on ne peut compter que sur quelqu'un, c'est sa famille et ses amis. Néanmoins, je pense que la façon, attention là, j'impose, là avec un majuscule. Avec un grand L et un grand A. L et A, exactement. La façon de trouver sa place, je pense que c'est très personnel, mais quand même, je pense que ça touche beaucoup de gens, c'est justement de se distancer de ses proches. Et quand je dis proche, c'est, en l'occurrence, c'est sa famille, dans un premier lieu. Après, c'est en fonction de ta relation et tes machins, mais je pense que on est élevé, on est la matière de ses parents. On est ses parents, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est éduqué par nos parents pendant 18 ans. On tient énormément d'eux, leur mimique, leur machin, leur façon de penser quelque part. On essaye de s'en affranchir quand on n'est pas d'accord, etc. Mais quand même, hein, c'est là, quoi. Pour se trouver, il faut réussir à penser par soi-même et sans être influencé. Et pour ça, je pense que le seul moyen, c'est de prendre de la distance avec sa famille. Et c'est hyper dur. Moi, je l'ai fait. Enfin, de la distance. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller déjeuner tous les dimanches, bah, j'y vais une fois par mois et puis je réponds plus au téléphone tous les 2 jours, tu vois. Voilà, mais tout va bien, hein, mais juste, je fais ma vie. Et c'est assez difficile parce qu'en face, ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es moins présente? Ouais, je fais ma vie. Oh là là. Ouais, je fais ma vie. Bah, arrête de te la jouer. Non, je fais ma vie. Lâchez-moi. Mais ils se rendent pas compte parce que c'était un système depuis des années. Et en fait, en faisant ta vie et en te distançant d'eux, tu apprends à penser par toi-même. Tu apprends à réfléchir sans être influencé. Tu apprends à être toi-même, en fait. Et à assumer qui tu es. Et à t'écouter. Et par exemple, moi, le premier moment où j'étais adulte, et c'est là où j'ai commencé à être un peu plus à ma place, même si j'en étais loin, c'est quand j'ai monté une boîte. Dans ma famille, on n'est pas du genre à monter des boîtes. Et j'ai décidé de monter ma boîte sans en parler à mes parents. Alors qu'avant, j'aurais dit, j'aimerais monter une boîte, vous en pensez quoi? On m'aurait dit, mais t'es folle, allez, c'est bon, prends un boulot et mets-toi au chaud. Et là, je suis arrivée et je leur ai dit, bon, bah, je monte une boîte avec une copine. Et là, ils sont tombés des nues, ils ont dit, non, mais comment ça? Et j'ai dit, bah oui. Et en fait, s'ils m'avaient dit, non, mais c'est mort, tu montes pas une boîte, j'aurais pas monté la boîte. Bon, ils sont pas cons, ils ont dit, en même temps, ils croyaient que c'était fini, donc ils ont dit, bon, bah d'accord. Et je me suis retrouvée comme une conne à me dire, oh mon Dieu, maintenant, il faut que je monte une boîte. Oh, et là, enfin,
j'avais 28 ans, j'étais adulte, un peu tard, mais jamais trop tard. Mm. Et quand j'ai monté ma boîte de podcast, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que je me suis dit, parce que mes parents, ça fait longtemps que je leur demandais plus si j'allais dans cette boîte ou cette boîte-là, mais en me disant, c'est fini, choisis de ne plus faire le salariat, de monter ma boîte, j'ai 2 ans de chômage, je vais dans un truc de podcast, je ne sais même pas ce que c'est à la base. Et je pense que si je demande à mes parents ce qu'ils en pensent au départ, ils vont me dire c'est casse-gueule. Voilà, t'es allumé. En prenant cette décision-là, rien que ça, en fait, tu t'écoutes et tu fais ton truc. Et c'est pour ça que l'entourage et tout, oui, c'est génial, mais il faut savoir ne pas écouter. C'est-à-dire que moi, au début, mes potes, ils ont écouté mes épisodes de l'arnaque. Ils m'ont dit non mais Péné, oui, on s'en fout un peu de tes histoires, ça va intéresser qui en fait, t'es inconnu au bataillon, tout le monde s'en fout. Je dis bah parce que quand même il y a un message derrière et puis c'est rigolo et tout. Oui enfin on s'en fout de toi, enfin je veux dire nous on t'adore mais je veux dire les autres ils te connaissent pas. Et donc en vrai je les aurais écoutés. T'aurais rien fait. J'aurais rien fait. Et c'était pas méchant ce qu'ils ont dit, ils ont juste dit, enfin et je comprends qu'ils disent bah attends en même temps nous on te connaît par cœur, on adore tes histoires mais là le mec inconnu et je les ai pas écoutés, j'ai fait parce que j'en avais besoin en fait. J'avais besoin de me dire ça suffit en fait. Lâchez-moi, vous me faites tous chier en fait. Ouais. J'ai envie d'être moi-même. Ouais. Laissez-moi faire mon truc. Laissez-moi faire mon truc. Et voilà. Et aujourd'hui ils me disent heureusement que tu nous as pas écoutés en fait. Ouais. C'est cette émancipation qui te permet de devenir autonome et puis de te dire ben voilà ce que je pense. En tout cas je suis pas encore sûr, mais voilà ce que je vais creuser. Exactement. Et puis, c'est pour ça que les proches et la famille, oui et non quoi. Alors tu vois moi ce que j'entendais par l'entourage. C'était un entourage qui est pas forcément. Enfin, c'est toujours l'entourage est toujours proche, mais c'est des gens que tu vas côtoyer, qui vont t'aider à faire résonner des choses que tu as en toi. Et c'est pas forcément ta famille, parce que ta famille ou tes amis peuvent te mettre aussi des bâtons dans les roues. Et j'adore mes amis, j'adore ma famille, mais il peut y avoir aussi des trucs qui te réduisent tes ambitions sur certains côtés, tu vois, parce qu'ils c'est fait maladroitement. Et oui, ils bien ont pas la même perspective que toi, et c'est très très bien comme ça. Mais tu peux te trouver aussi des groupes de personnes que tu rencontres, des gens que tu côtoies, que tu décides de côtoyer plus parce que ils t'aident à évoluer dans le positif, quoi. Tout à fait. Moi, on a créé un petit groupe avec des amis il y a 1 an maintenant. Ce n'était même pas des amis au début, il y en avait un qui était un ami. On s'est rassemblés, on se voit régulièrement pour discuter de projets et de comment se tirer vers le haut un petit peu, tu vois. Et je trouve que c'est un effet bénéfique énorme parce que ça te donne aussi enfin, bien sûr qu'on a tous naturellement du courage, de l'envie, etc. Mais l'entraide et la spirale positive, tu vois, le cercle dans lequel t'es te permet aussi de te motiver, tu vois. C'est une motivation qui est aussi sociale et qui enrichit et qui te permet de te tirer vers le haut, quoi. Et ça, je trouve que il y a des enjeux aussi là-dessus qui sont intéressants. Tout à fait. Après, ce réseau-là, toi, tu l'avais trouvé parce que tu avais déjà plus ou moins des idées de projets, vers quoi tu voulais te diriger. Ouais, bien sûr. Mais quand c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Hein. Il faut commencer par la première étape qui est toi-même, à l'intérieur de toi. C'est toi-même, en fait. Écoute, quoi. C'est toi, c'est tu t'écoutes, j'ai envie d'aller faire ça, ok, bah tiens, je vais contacter un type, j'ai envie de faire de la pâtisserie, bah tiens, je vais contacter un chef pâtissier et lui demander si je peux assister 1 heure à son gâteau dans sa cuisine. C'est step by step comme ça. Et après, lui, bah, tu vas rencontrer une nana qui fait des pâtisseries dans sa chambre et donc vous allez devenir copine et tatata et tatata. Et après, tu partages énormément de choses avec ces gens-là et autre chose avec tes amis. Mais en effet, le départ, ton réseau, tu te le crées quand toi-même, tu sais où tu vas. Et pour ça, il faut juste s'écouter. Et en fait, moi, à 8 ans, je voulais raconter des histoires. À 8 ans, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Je disais, je vais être donneuse d'histoires. Donneuse d'idées et raconteuse d'histoires. On m'avait dit, c'est pas un métier. J'avais dit oui, d'accord, bon bah très bien. Donc du coup, j'ai fait ma vie, du droit, une école de commerce, enfin vraiment tout ce que je voulais pas faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je fais quoi ? Je raconte des histoires. Parce qu'en fait, je crois que trouver sa place, c'est réaliser ses rêves d'enfant. Donc parce qu'en fait, à 8 ans, il se passe quoi ? À 8 ans, on n'a aucune couche de société là qui se met sur nous, on est complètement innocent, on s'écoute complètement, on est nous. Et quand on ferme les yeux et qu'on se remet dans comment j'étais et qui j'étais à 8 ans, et ben on se retrouve vraiment qui on est. Et c'est pour ça que souvent quand on retrouve des copains de quand on avait 8 ans, on est hyper proches parce que eux ils nous connaissent vraiment comme on est, sans toutes ces mauvaises couches de la société qu'on se ramasse quoi. Et donc en fait si on se dit mais qu'est-ce que je voulais faire à 8 ans, finalement est-ce que c'est pas ça que tu as envie de faire aujourd'hui à 35 ? C'est très intéressant. Ça me donne envie de rentrer chez moi, de m'allonger sur mon canapé et de me remettre dans le Kylian de 8 ans. Mais pour de vrai, hein. Je me dis comment j'étais à l'époque. On en a plein de souvenirs en plus. Bah oui. Je trouve que je le sens, en tout cas en te parlant aussi là. Il y a un côté dans Pénélope qui est un côté très battant aussi.
Et je me suis demandé, je le sentais aussi en préparant l'interview avant, tout ce que j'ai pu creuser et trouver. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de te prouver? Est-ce que j'ai envie de me prouver? Honnêtement, de me prouver, non. De te prouver des choses? Non, j'ai pas besoin de me prouver. Je crois pas. Et en fait, étonnamment, j'ai plutôt envie de prouver aux autres. Ce qui est plutôt logique. Non, parce que je pourrais avoir envie de me prouver à moi et d'en avoir rien à foutre des autres. Ouais. Mais en fait, me prouver à moi, non, parce que en vrai, moi, alors pareil, je vais peut-être faire une digression, mais les deux devises de mes parents, mon père c'était work hard, play hard, avec cet accent français, et ma mère c'était where there's a will, there's a way. Quand on veut, on peut. Donc avec du travail et de la détermination, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Donc moi, j'ai jamais douté que je réussirais ce que j'entreprends si je travaille et que j'en ai envie. Je suis été élevée comme ça. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on m'a mis dans la tête. Donc en fait, si vraiment j'en ai envie, j'ai qu'à y aller, tester, avancer, essayer et je vais y arriver. Donc en fait, je sais que si je me lance dans un truc à fond la caisse, bien sûr que je peux me planter parce qu'on peut toujours se planter, mais je vais tout donner pour y arriver et si je me plante, bah c'est pas grave, mais en tout cas, je sais qu'à un moment, je vais réussir. Après 4 échecs, je vais y arriver. Donc j'ai pas tellement besoin de me prouver ça parce que je sais qu'on y arrive. Mais c'est plus, et je sais pas pourquoi j'ai ce besoin-là, mais j'ai besoin de le prouver aux autres. J'ai besoin de prouver aux autres que j'arrive à faire des trucs, que je fais plein de choses, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce que j'aime bien faire passer surtout, c'est regarder en fait, quand on bosse, et qu'on en a envie et qu'on se donne les moyens, on y arrive. Moi, je sors de nulle part. Enfin, je veux dire, j'ai jamais pris des cours d'écriture, j'ai jamais écrit de fiction avant, j'avais jamais écrit de bouquin, je travaille pas 3 heures une phrase comme les écrivains vrais font. Et pourtant, je sors un bouquin, et pourtant, je fais des fictions, et pourtant, je fais des podcasts. Et donc, en fait, c'est juste que c'est un autre niveau, quoi. C'est différent. On est tous différents avec une patte différente. Ouais, et puis c'est le témoignage et la volonté aussi de montrer que il y a de ça, quoi. Si rien ne t'empêche de le faire, et si t'as envie de le faire, go. Mais oui. Presque fais ce que tu ne penses pas pouvoir faire, tu vois. Mais oui. En fait. Et puis il va pas t'arriver grand chose. Show must go on, quoi. Et en fait là, c'est marrant, sur LinkedIn, il y a une nana qui me met Sky is the limit, et il y a un mec derrière qui met Thoughts is the limit. Parce qu'en fait, c'est même pas le ciel qui est la limite, c'est toi, en fait, c'est ce que tu t'imposes. Tu te fixes tes propres limites, quoi. Tu peux aller où tu veux. Enfin, vraiment. Et il y a. Alors là, généralement, quand je dis ça, on me dit oui, mais si on n'a pas d'argent. Je dis, moi, j'ai de l'argent parce que j'ai un chômage. Mais donc, je me suis pas dit, comme j'ai un chômage qui dure 2 ans, je prends pas le risque de. Je me suis dit, all-in. Pendant 1 an, je ponds du contenu et on verra plus tard. Et si jamais, là, mon chômage se termine en octobre, si jamais je n'arrive pas à gagner de l'argent d'ici octobre, assez pour vivre, je reprends un boulot et j'essaye de trouver un boulot, quoi. Donc, il faut se donner les moyens de ses envies, quoi, de ses ambitions, en fait. C'est juste. T'as une logique qui est très présente, c'est très différent de moi, mais qui est très présente parmi les banquiers de Wall Street, qui est une logique qui s'appelle Pay Yourself First, qui est de se dire, quand tu commences par, si tu veux des contreparties, si tu veux avoir une forme de richesse, je parle pas de richesse forcément financière, mais de succès dans la vie, etc., commence par payer en premier, tu vois. Et c'est-à-dire, ça veut dire par là, dans le cas des banquiers de Wall Street, c'est avant de rembourser tous les créanciers, commence par te payer toi-même. Mais dans le cas de la discussion qu'on a là, c'est aussi se dire, si tu as une ambition, commence par mettre l'investissement prioritaire sur toi, ce que tu peux faire, pour qu'elle puisse un jour avoir lieu, tu vois. Et ce sera pas peut-être pas dans 1 mois, mais en tout cas, commence par le faire et par investir en toi, investir sur des choses que tu as envie d'apprendre, lire, découvrir, etc. Mais de la même façon, c'est un parallèle très bizarre, mais de la même façon que si tu veux être prête à être en couple, il faut que tu sois bien dans tes pompes. Et pour ça, il faut que tu sois prête toi. Et en fait, tout est une histoire de soi. C'est pour ça que ça sert à rien de regarder les autres, ça sert à rien de se comparer. Tout est en nous, en fait. On a tout en nous pour faire ce qu'on veut faire et aller là où on veut aller. Et pour trouver ce qu'on veut faire, il faut s'écouter. Et pour réussir à aller là où on veut aller, il faut faire. Donc en fait, c'est une sorte de cercle vertueux, mais qu'on a tous en nous. Et alors bien sûr, on puise chez les autres du bon, etc. Mais c'est que chez nous que ça se passe, quoi.
C'est quand même génial, je trouve, de se dire que ça ne dépend que de nous. Alors, il y a des bâtons dans les roues, on nous met des bâtons dans les roues partout, tout le monde, enfin je veux dire, malgré eux ou pas, mais je veux dire, peu importe, ta ressource, elle est en toi. Bien sûr, c'est même très encourageant même, c'est rassurant. Mais c'est même génial. On fait, c'est parti, puis ensuite, bien sûr qu'il y aura des contraintes et des obstacles. Ah bah oui, normal, non mais c'est pas facile, hein, c'est horrible, c'est dur. J'ai encore quelques questions, on arrive bientôt à la fin. Vas-y. Est-ce que, je vais essayer de bien formuler la question, mais à quoi tu dois le fait d'être là où tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est des choix, des efforts que tu as fait? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une part de chance aussi? Attends, là où je suis où déjà? Bah, à ma place ou oui, bien sûr, on va dire à ta place. Et puis voilà, tu fais des choses qui commencent à marcher, ça se développe. Bien sûr, je trouve ça super dur de dire. Je parle pas de succès ici, tu vois, ou de ça. Non. Je parle juste de être à ta place, effectivement. À quoi tu le dois principalement? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une part de chance ou est-ce que c'est des choix et des efforts que tu as fait pour. Non, il n'y a pas de chance. Moi, il n'y a pas de chance. Tout est un peu une. Non, en fait, non, il n'y a pas de chance. J'insiste. Okay. Il n'y a pas PAS majuscule de chance. On est beaucoup dans les mots en majuscule. On est beaucoup dans les mots majuscules. Il n'y a pas de chance. C'est qu'une question de timing. Et la question de timing, le timing, il arrive. C'est pas des coïncidences, quoi. Ça n'arrive jamais par hasard. Ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire que si c'est les opportunités en fait, on est notre propre opportunité, on se crée nos propres opportunités. Donc si t'as engagé ça, fait ça, etc., forcément qu'il y a un moment, il y a un truc qui va tomber qui n'a rien à voir, qui va arriver. Et tu te dis, ah mais par chance c'est arrivé. Non, c'est pas par chance. C'est parce que il y a 10 ans, t'as fait ça et t'en as parlé à machin, qui est machin, ta. Donc c'est qu'une question d'action, de faire. Et aujourd'hui, si j'ai trouvé ma place, c'est dû à quoi? Alors, honnêtement, je crois que ça tient quand même beaucoup. Et je pensais pas que je dirais ça parce que quand même, ça m'a coûté. C'est-à-dire que à mon éducation, c'est-à-dire que le fait que mes parents m'aient toujours dit, on te soutiendra dans tout ce que tu veux faire, ok. Et si tu veux, tu peux. C'est une phrase qu'on entend vraiment, c'est galvaudé, mais je l'entendais, j'exagère, hein, mais une fois par semaine, quoi. Je dis, oui, bah, j'étais au courant, je suis au courant, oui, si tu veux, tu peux. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire dans ta tête. Mais quand même, c'est là. C'est ce que tu interprètes après. C'est bien sûr que tu l'entends, mais tu l'intériorises aussi. Et ensuite, exactement. Qu'est-ce que t'en fais, quoi, dans tes actions et dans ta vie. Et là, typiquement, tu la mets dans du journal, tu la mets dans de l'eau, t'en fais une petite boule papier mâché et tu la mets dans ta poche. Et tu te balades avec cette phrase toute ta vie, en fait. Et à chaque fois, quand il y avait un entretien hyper dur, je sais pas quoi, je dis, non, mais en fait, je vais l'avoir. Si je veux, je peux. Donc je vais y aller. Donc pour ça, si je le veux vraiment, je sais que il faut que je sois au taquet sur ça. Donc je vais bosser pour être au taquet sur ça. Et donc je vais l'avoir. Et parfois je l'avais pas parce qu'en fait j'avais pas bien révisé ou parce que j'avais pas la bonne méthode ou machin. Mais j'étais toujours dans cette dynamique de. Et c'est vrai que j'ai cette capacité qui vient, je pense, de là de mes parents à rebondir. C'est-à-dire que ça m'atteint. C'est-à-dire que j'ai un échec, ça m'atteint vraiment. Je suis au fond du trou. Je suis la plus grosse merde du monde. J'ai envie de mourir. Et puis le lendemain, je dors, c'est l'enfer. Le lendemain, je me réveille, c'est reparti, quoi. C'est ok, c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. On est reparti, on trouve une autre idée et on y va. Et en fait, je pense que c'est cette capacité à rebondir qui m'a beaucoup aidée, parce qu'en effet, à chaque fois, tous les ans et demi, quand je me barrais, il fallait que je trouve un nouveau boulot, un machin, un nouveau des entretiens où on me disait qu'est-ce que tu fais avec ce CV de 4 pages qui n'a pas de sens, etc. Et donc je m'en suis pris vraiment plein la figure, etc. Et sauf que c'est pas grave, on y va. Si je veux réussir, si je veux un boulot, je vais en trouver un. Et je trouvais des boulots qui me plaisaient pas, et bah c'est pas grave, j'en trouve un autre, et je m'en vais, et Donc en fait, je pense que c'est cette... voilà, ça se joue beaucoup quand même sur comment est-ce que tu grandis, quoi. J'ai une dernière question à te poser pour la fin de ce podcast. Allez, non, on le raconte. Allez, on le raconte. Le podcast, l'outil que j'utilise pour enregistrer vient de couper sur la fin. Donc on refait l'enregistrement de cette dernière question. Mais autant être transparent. Tout à fait, mais authenticité. On a choisi d'être vrai pendant tout cet épisode. C'est très bien, on n'arrête pas de le répéter. Mais est-ce qu'on a bien fait de le dire? Parce que finalement, est-ce que tu crois que les gens s'en seraient rendus compte? Mais non, ils s'en seraient pas rendus compte. Mais alors pourquoi le dire? Parce que c'est drôle, parce qu'on est là pour s'amuser. La dernière question que je voulais te poser, c'est que tu m'as posé en vrai. Que je t'ai déjà posé et que je te repose. Et j'espère que tu y répondras encore avec plaisir et avec envie. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance sur la voie de la création, qu'est-ce que ce serait? Attends, laisse-moi réfléchir.
Non, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur la voie de la création, c'est de surtout pas hésiter et surtout d'être authentique et de faire comme il le sent, comme il pense qu'il est sa propre... Tu vois, c'est nul d'un coup là quand je me répète. Juste toi-même, c'est ce que non, tu mais disais. en gros, c'est être soi-même, faire ses choses, faire son truc, ne pas trop s'inspirer des autres parce qu'on a tendance à vouloir copier. Et on croit que en ce moment, le diamant vert est à la mode. Mais en fait, toi, t'es ton diamant rouge. Mais t'inquiète pas que les autres viendront au diamant rouge. Et c'est pas parce que les gens aiment le diamant vert qu'ils ne peuvent pas aimer le diamant rouge. C'est pas parce que t'aimes cette chaîne YouTube et que t'aimes pas cette chaîne YouTube que l'autre chaîne YouTube ne fonctionne pas. Moi, c'est des questions de goût. Et en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, mais en fait, c'est quand même le cas. Et donc, on plaît forcément à des gens. Donc, si tu es toi-même, tu ne peux pas plus plaire que si tu es toi-même. Et si tu te prostitues, entre guillemets, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui n'est pas qui tu es vraiment, ben là, tu vas te manger, tu vas te ramasser et ça va pas fonctionner. Alors que si tu t'écoutes et que tu fais vraiment quelque chose et que tu te dis, et en fait, au départ, on te dit non, mais ça marchera pas, on s'en fout, c'est toi, fais-le jusqu'au bout. Donc, si vous avez envie de créer, n'hésitez pas à créer. Et si vous avez envie de créer des sculptures en forme d'oiseaux en papier, faites des oiseaux en papier. Et là, forcément qu'au bout d'un moment, ça va plaire à quelques personnes. Et après, ça va vous donner d'autres idées, etc., etc., etc. Ouais. Donc, faites finalement ce qui vous ressemble. C'est suivre sa propre voie personnelle. Oui. Merci beaucoup. Je te Merci, remercie du coup une Kylian. deuxième fois. Mais je le répète parce que ça s'est coupé, mais je trouve qu'on a vraiment passé un très bon moment et moi ça m'a juste beaucoup touché et je trouve qu'on est là pour faire des belles rencontres et celle-là en était une, donc merci beaucoup Pénélope. Merci à toi, Kylian. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, 2 choses pour m'aider à développer Inspiration Créative. Si vous pouvez me laisser une petite note sur Apple Podcast ou un abonnement, ce serait génial. Et puis rejoignez la communauté parce que on avance ensemble et c'est comme ça qu'on peut s'entraider. Alors je vous mets aussi un lien dans la description du podcast et vous pouvez rejoindre la newsletter où je donne tous les lundis des conseils pour créer. À bientôt et bon courage dans cette période de confinement un peu particulière. Salut!